téléspectateurs, bonjour. Nous sommes au Presse Club, toujours dans le cadre de notre émission Les yeux dans les yeux. Africa Rédaction RTV reçoit un éminent prêtre connu en RDC, M. Évariste Pinipini, qui va nous parler des droits de l'homme. Vous savez, les droits de l'homme en RDC, c'est un problème. C'est un combat pour toute une vie. Le combat que nos aînés ont pu mener, et également de défenseurs des droits de l'homme comme M. Chebea Floribert, qui a laissé sa vie, au péril de sa vie, s'est bataillé pour faire passer la voix des sans-voix. Lui, également M. Pinipini, œuvre aussi également pour la voix des sans-voix. Maintenant, nous allons l'écouter. Il nous a ramené un cadeau, un livre, La mission civilisatrice au Congo. Il va nous dire pourquoi il a choisi ces titres. Il parlait des prisons, il parlait de l'enfer. Le Congo est un enfer, on va le savoir, comme Kofi Olomide disait que tous on a le fait, mais tous zikate, tous kufate, bon, tous toujours on a le fait. Oui, mais nous allons connaître également pourquoi cette motivation d'avoir écrit cet ouvrage. C'est un ancien journaliste, bien sûr, au regard de ses investigations, secrétaire général à l'époque d'ARCO. L'ARCO, c'est une association qui regroupait des radios communautaires au Congo. Il va nous dire un mot de cela, parce qu'on connaît le patron, celui qui a pris son bâton de pèlerin pour mener à bien ce combat, c'était Freddy Moulongo. Vous avez travaillé avec lui. Tout à fait. Et vous étiez aussi également le directeur de la radio Tomisa à Kikwiti, de 97 à 2001. Oui. Curé de votre paroisse aussi à Kikwiti. Curé de plusieurs paroisses et vicaire de plusieurs paroisses également dans le diocèse de Kikwiti. Et intéressant. Donc les gens d'une grande, vous savez, à l'époque quand on disait qu'on a fait grand séminaire ou petit séminaire, ça me fait rappeler mon père, ce qu'il a fait. Mon père, il a fait grand séminaire et petit séminaire. Donc, on a vu sa qualité de réflexion et que nous avons plus cette qualité de réflexion en RDC. Il fut diplomate de carrière, mais je ne parle pas de mon père. Je voulais quand même faire le parallèle par rapport à sa théologie qu'il a. Vous avez étudié Jean 23. Tout à fait, à Kinshasa. Donc, on connaît. Hein, qui ne connaît pas Jean 23, oui. Philosophe de formation. À Maïdi. À Maïdi, au grand séminaire. Donc, ça montre que vous avez de quoi nous édifier aujourd'hui ce soir. Tout à fait. Comment ça va? Mais ça va très bien. Moi, je suis content de vous voir aussi. Tellement j'entends parler de Roger Bongo, je dis quand est-ce que je le verrai, quand est-ce que je le verrai. Alors hier, quand je suivais l'émission avec notre ami Emmanuel Ilunga, que vous l'avez reçu et qui a parlé tellement bien, je dis, et que j'ai vu le numéro de téléphone, je dis je vais l'appeler comme je suis à Paris, pour voir si peut-être on peut se voir. C'est comme ça que j'ai dit, heureusement, vous l'avez dit, oui, qu'on se voie. Et je suis content de vous voir. Je vous assure que pour moi, c'est une grande joie d'être là en face de vous. Vous êtes une grande personnalité de notre pays et nous sommes fiers d'avoir dans notre pays des gens comme vous. Pour moi, je suis très, très fier. Merci infiniment, ça me va dans votre cœur, parce que vous savez, le compliment, c'est toujours les compliments. On est friand de cela. Et ça nous pousse également de bien travailler, d'être encore performant, de performer comme on dit, c'est du bon français. Mais maintenant, le français commence à changer de dimension. On va parler même de ces français-là ici. Dites-moi, pourquoi ces titres? Ces titres, d'abord le titre complet. Un focus sur le bouquin, un zoom sur le bouquin, afin que les amis téléspectateurs puissent voir de quoi il s'agit. Réellement, c'est un ouvrage qui coûte 24,90 € dans la zone euro. Voilà. Donc, le titre complet, c'est la mission civilisatrice au Congo, réduire les espaces de vie en prison et en enfer. En fait, je voudrais montrer avec ce livre que le Congo ancien, je parle du Congo ancien qu'on appelait Congo Dinanza, qui était c'est un État africain bien connu, qui a existé pendant de longs siècles le long de la côte ouest africaine et qui était donc chez nous, qui s'appelait Congo Dinanza.
qu'on appelle aussi Royaume du Congo. Mais sinon, de vrai nom, c'est Congo Dinanza, Onza du Congo, ça veut dire Nza du Congo. Dinanza, voilà, qu'est-ce que c'est Dinanza, voilà, ça vient, voilà, il y a cette modification aujourd'hui, on a enlevé Dinanza. Voilà, Nza, ça veut dire monde. Donc, Congo Dinanza, Congo dans le monde. Autrement dit, le monde Congo. Parce que le Congo, dans le temps, c'était tout un monde. Il allait depuis la Namibie, presque le nord de la Namibie, traverser à peu près tout l'Angola actuel, une partie de notre RDC, en fait notre Congo aujourd'hui, et puis le Congo en face, jusqu'au Gabon. Donc c'était un État important, hyper puissant, qui était bien organisé, où les gens vivaient chez eux, j'allais dire, en toute liberté, en toute fierté. Et cet État-là, j'ai dit, voilà, cet État-là qui s'appelait, d'où vient le nom Congo actuel, qui n'a rien à voir avec le Congo tel qu'il est connu aujourd'hui, même les deux Congos, disons, n'a rien à voir en tant que tel, parce que celui-là, qui était un État africain, constitué par des Africains, pour des Africains, contrairement à celui ici, dans lequel nous sommes, qui est un État constitué par des Européens, pour des Européens, dans lequel les Congolais ont été enfermés. Comme ça, j'ai dit, ce Congo. Si vous voyez très bien, même la carte du Congo actuelle, prenez que la carte du Congo actuelle, mettez-la sur l'Afrique. Elle est là dans les bouquins. Oui, j'ai vu la carte. Donc vous voyez très bien. Au milieu de votre bouquin. Voilà, vous voyez bien que c'est une prison. C'est pas celle-là, mais il y a une autre. L'autre, il y a l'autre que je vis encore. Vous voyez bien que c'est vraiment que c'est une prison qui est posée là. Et effectivement, les gens ont vécu là-bas, voilà, en prison. Donc, ce qui montre très bien que donc je montre dans ce livre que l'État congolais actuel. Alors pardonnez-moi, quand vous parlez d'une concession privée, donc voilà, vous faites allusion bien entendu au roi. Au roi Léopold II, c'était sa concession privée, le Congo était sa concession, il avait pris ça comme une concession, c'était comme ça. Donc en fait, lui, c'est à partir de Stanley, que vous connaissez, qui était arrivé au niveau de lac Tanganyika, qui avait un petit peu parcouru le territoire à travers le grand fleuve Congo, enfin, qu'il avait donné comme nom Congo, parce que le nom, c'était pas Congo. Au Congo Dinanza, ils appelaient ça, le fleuve, ça avait comme nom Mwanza, et non pas Congo. Et là, à l'époque, il y avait la reine qui gérait le Congo, l'Angola, le Congo-Brazzaville et également le... Non, pas la reine, il y avait tout un pouvoir qui était là, Mwadian Vita, comme on dit, Mwadian Vita, je ne sais pas si c'est ça. Kimpa Vita, c'est... Non, Mwadian Vita. Oui. C'est-à-dire que le pouvoir était, disons, dans l'organisation matrilinéaire dans laquelle on se trouve ici. Disons, les femmes, le pouvoir venait du côté de la maman qui s'appelle Maman Kenge, qui était la belle, qui avait eu plusieurs enfants. En fait, ils étaient trois, de l'aïeul. Comme on dit de l'aïeul, elle avait eu 3 enfants, dont mademoiselle Kenge Lukemi, elle a eu 12 enfants par après. C'est des véritables féministes qu'on parle aujourd'hui, qui est féministe. Oui, mais vous savez, moi, d'ailleurs, peut-être on va en parler, mais on voit que les Européens qui avaient condamné notre tradition, y reviennent. Elles sont en train de revenir. Aujourd'hui, je vis en Belgique, mais là en Belgique, il y a une loi qui vient d'être votée pour que les femmes donnent enfin leur nom à leurs enfants. Or, chez nous, je veux dire, nous, le Congo, c'était comme ça. Le nom était donné par la famille de l'enfant. Donc, c'est pas le mari qui donnait le nom à des enfants, qui donnait son nom aux enfants, non. C'était toujours le nom de la famille de la femme.
Donc on voyait dans la famille de la femme à qui l'enfant ressemblait, qu'est-ce que l'enfant avait, et on donnait un nom, mais qui était vraiment le nom des aïeux, des ancêtres qui étaient, voilà, qui de la famille. Je dis, voilà, ils reviennent un petit peu au matrilinéaire qu'il avait condamné comme étant sauvage, qu'il fallait tous, pour être une personne, il fallait être patrilinéaire. Or, le patrilinéaire, voilà, ce n'est pas le système idéal, c'est un système comme un autre, mais il y avait un système bâti par nos ancêtres qui s'appelle le matrilinéaire. Donc, pour ici, la dame dont vous parlez là, c'est d'elle que sont sortis tous les rois de Congo. Et il y en a eu plusieurs. Et alors, l'autre côté, les autres là, à part le roi, mais il y avait aussi il y avait des forgerons, il y avait des soldats, et le Congo était organisé, il y avait une monnaie. Il y avait une monnaie, dites-moi, parce qu'on parlait de Senzimbu, voilà. Il y avait une île sur le fleuve. C'était régenté, comment c'était géré en fait autour de cette communauté, cette grande communauté, ce royaume assez extraordinaire, comment c'était géré? Il y avait une île où on allait extraire les Nzimbu. Cette île-là, elle était bien gardée. C'est pas tout le monde qui y allait. Et donc, c'est dans cet état-là, moi je préfère appeler ça état plutôt que royaume. Enfin, dans cet état, il y avait tout organisé. Il y avait Pourquoi pas royaume? Mais non, parce que quand nous disons royaume, on voit plutôt comme ça se passait. Le royaume comme le royaume ici en Europe. Le royaume chez nous, le pouvoir chez nous était autrement organisé qu'ici. Donc c'était tout à fait différent. Il y a ce côté péjoratif quand on utilise le terme. Voilà, donc on voit les petits rois africains et tout ça. Or, ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. C'était vraiment un pouvoir bien organisé. C'était pas un petit roi, c'était des vrais chefs. Oui, des grands chefs. Les Occidentaux, quand ils sont arrivés, voilà, ils ont été surpris. On les appelait des Mfumu. En fait, chez nous, vraiment, le véritable mot, c'est pour dire Mfumu. Donc c'était un vrai chef respecté et qui dirigeait très bien, avec un conseil, il avait des conseils, il avait des gouverneurs, il avait tout un gouvernement, pour ainsi dire, donc il ne dirigeait pas seul. Alors, donc il y avait une île sur le fleuve où on pouvait aller extraire les Nzimbu, et ce n'est pas tout le monde qui y allait. Cette île était bien... Extraire où? Sur l'île, sur cette île-là, et l'île était bien gardée. Donc on extrayait d'après les besoins que l'on avait pour utiliser ces Nzimbu-là. Je veux dire que c'était recherché, c'était pas tout le monde, il n'y avait pas d'inflation. Sa composition, c'était comment? C'était quoi? Les Nzimbu, c'est comme des perles. Ce sont des perles, en fait. Et des espèces même nous, on a vu ça, même nous autres plus jeunes, on a vu ça. Les anciens avaient tué les Nzimbu avec eux. Donc des perles, mais des perles très, très, très belles, très fines, qu'ils utilisaient comme monnaie. Alors comment est-ce qu'ils faisaient, quelle était la valeur exacte par rapport du commerce? Je n'ai pas pu faire les détails à part ça pour avoir. Mais nous savons que c'était les Nzimbu, donc c'était comme cette espèce de perles qu'ils avaient. Alors il y avait également la capitale, Mbanza Congo, voilà, qui existe. C'est là où vivait le roi. Quand les Portugais arrivent pour la première fois à Mbanza Congo, il y avait 40 000 personnes qui habitaient dans cette ville. Donc c'était quand même pas rien. Hein? C'était quand même une ville organisée. Assez dense. Assez dense, oui. Et le roi avait son trône qui était en bois du pays, en bois noir bien. En bois ébène. Très très bien fait, comme on sait le faire chez nous. Alors pour arriver au Mbanza-Congo actuel, qui est le San Salvador, qui est maintenant en Angola, ça a été tout un pèlerinage, toutes les mutations qu'ils ont fait, comme l'ont fait beaucoup de peuples. Il est établi d'ailleurs que, comme beaucoup d'autres peuples africains, que nous venions de l'Est, de cet Est-là du côté du Kenya. Alors comme il y a eu deux migrations vers le nord et vers le sud, nous on est passé par le sud. Pour arriver jusqu'au Kalahari. C'est là qu'ils ont, le désert du Kalahari, c'est là qu'ils sont restés longtemps. Et ça les a marqués. Et ça a été le premier foyer, en fait, le premier foyer d'émigration, c'était là. Et c'est là qu'ils ont donné le nom de Mpangala. Donc le premier Congo, le Congo, vraiment le Congo originel, puis on peut dire le Congo
d'Ampangala. Donc Mpangala, c'était comme la chaleur qui est devenue maintenant Mbangala, qui est la chaleur. Qui marque finalement, c'est devenu même la saison sèche maintenant. Et donc ça vraiment, ça les a marqués. Et après, ils ont commencé à remonter un peu plus vers le nord, mais le nord-ouest. Comme ça qu'ils ils ont remonté vers l'Angola. Là, il y a eu une deuxième migration. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a eu le Congo d'Ampanzo. Et puis après, d'abord Congo d'Amulanza, pardon. Et puis après, donc il y a eu une troisième vague, le Congo d'Ampanzo. Et finalement, ils ont établi ce qu'on appelait Zita Diakongo, ou le cercle, vraiment, qui est l'unité, l'endroit du pouvoir. Là où était le chef, le cercle, vraiment comme un cercle. Zita, c'est un cercle. Donc, Zita Diakongo. Donc, voilà un peu, pour faire bref, ce que c'était ce pays, qui était un vrai pays, et donc, qui a accueilli les Portugais qui sont arrivés au XVe siècle, vers la fin du XVe siècle. Ils arrivent, les Portugais, ils trouvent ce fleuve magnifique, la majestueux fleuve, à embouchure. C'est avec Diego Cao. Finalement, Diego Cao, quand il rentre chez lui, il va faire les rapports là-bas que j'ai vu sur le fleuve. On dit, mais retourne, on va voir. Parce qu'à ce moment-là, les Congolais ne savaient pas, mais le pape, attendez, le nom va venir, il y a un pape qui a Clément VI. Lui, il avait divisé le monde connu à l'époque en deux, entre deux puissances européennes, le Portugal et l'Espagne. Alors, le Portugal avait la partie est, qui avait tracé une ligne de démarcation. Le Portugal avait la partie est, et le Portugal, la partie ouest, et l'Espagne, la partie est. Donc, le Congo tombait dans les girons du Portugal, tel que défini, réglementé par les papes. Alors, quand les Portugais sont arrivés, ils venaient normalement chez eux. Pour les Portugais, donc ils venaient voir leur pays qui était donné qui leur était donné par le pape. Alors quand ils arrivent, ils ont vu des gens qui étaient là. Et le Vatican fonctionne toujours dans les salles boulot alors. Mais à ce moment-là, il faut savoir que le pape avait un très grand pouvoir à l'époque. Mais là, c'était encore plus. Et c'est ainsi qu'ils avaient donné. Alors quand ils arrivent là, les Portugais, ils rencontrent les Congolais. Les Congolais les reçoivent, mais alors avec joie. Il n'y avait aucune hostilité. Rien du tout. Pas d'hostilité, au contraire, avec joie, avec des cris, vous savez, comme on reçoit des gens. En plus, ils se rendent pour eux, pour les Congolais qui les reçoivent là à la côte, ils disent mais ça doit être nos frères, nos anciens qui nous reviennent. Parce que dans la mentalité Congo, les morts quand vous partez, voilà, les morts ne sont jamais morts, mais les morts habitaient le fond de l'océan. Donc, comme ces gens-là, ils venaient par l'océan, dans des caravelles qu'ils appelaient eux les grandes pirogues des ancêtres. Donc ils ont dit, mais alors voilà, ce sont nos anciens qui nous reviennent, on va les accueillir. Alors, on les a comblés des cadeaux, on leur a tout donné. On dit, va vous amener jusqu'à où se trouve notre chef. Donc les gens les ont connus parce que les Mbazakos, on n'était pas sur le long de l'océan, il fallait quand même marcher un peu. Alors ils sont allés jusque là avec eux, ils les ont présentés au roi. Alors, c'est à ce moment-là que la délégation de Diego Cao s'est rendu compte, tiens, mais ce sont des gens... bien civilisés, développés déjà, bien sûr. Bien, très bien. Ils se sont inclinés, ils ont donné aussi les petits cadeaux qu'ils avaient, mais alors on nous a comblés, ils sont restés longtemps là. Mais entre-temps, Diego Cao, lui, était resté au port, à l'océan, avec son bateau, pour garder son bateau. Et comme les gens ne venaient pas vite, il s'est inquiété, et puis il pensait peut-être qu'on les avait peut-être tués ou quoi. Alors il s'est mis à molester la population qui était là, la population locale. Il a commencé, parce qu'il avait les canons sur le bateau, il a commencé à tirer sur les gens, et même déjà à faire... En fait, lui venait, dans son intention, c'était pour arrêter les esclaves et les amener aux États-Unis, en Amérique, enfin aux États-Unis actuels. Donc voilà. Alors, pour les gens, alors à ce moment-là, dès que cela a commencé, les gens sont vite allés dire au roi, mais écoutez, ces gens que vous avez laissés là, voilà ce qui se passe.
Alors le roi a dit à la délégation, qui était une délégation composée de prêtres, c'est celle que Diego lui avait envoyée, pour dire rentrez, dites à votre monsieur, à vos gens là, qu'ils ne fassent pas du mal à notre population. Nous, on ne vous veut pas du mal. Nous voulons rester, voilà, vivre avec vous, et avoir de bonnes relations. Dites-nous qu'est-ce que vous êtes. Et les gens ont commencé à expliquer. Enfin, ils parlaient plus au début par des signes, parce que les Portugais étaient venus avec quelques Éthiopiens qu'ils avaient déjà pris, croyant que tous les Éthiopiens, oui, tous les Africains... mais on ne va pas trop parler de livre aujourd'hui. Voilà. Il y a une seule chose que je souhaitais poser la question au niveau, ce qu'on appelle le peuplement du terroir. Qu'entendez-vous parler par peuplement du terroir? C'est-à-dire que les territoires qui sont occupés aujourd'hui par les peuples congolais, hein, il a été occupé progressivement. Donc les gens ne sont pas venus en un seul jour, ils ont occupé tout le territoire comme il est maintenant. Non, ça a été une occupation progressive. À partir de la Namibie, il y a une première vague qui est arrivée, ils ont fait quelques pas, ils sont installés là, ils ont vu comment ils ont commencé à multiplier. Quand ils ont commencé à devenir plus nombreux, ils sont allés un peu plus loin, donc c'est comme ça jusqu'à occuper tous les territoires où nous sommes aujourd'hui. Et ça, nous avons encore vu, même il n'y a pas longtemps, comment est-ce que ce peuplement s'est effectué. Alors, l'expression de Mundele Ngulu, là, d'où elle est venue, cette expression? Ah, ça c'est une très très bonne question. Parce que figurez-vous que c'est en arrivant ici à Paris que je me suis rendu compte de l'importance de cette expression. Parce que quand je suis arrivé ici, j'ai entendu nos jeunes gens qui parlaient de Koboa Kangulu. Dans l'expression de nos jeunes gens, ils disent Nake Koboa Kangulu. Moi, ça m'avait un peu tiqué. Qu'est-ce que ça signifie ça? Des jeunes gens qui disent Nake Koboa Kangulu. Parce que alors j'ai demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent, donnent des explications, Koboa Kangulu, ça veut dire Koboa Kangunda. Mais ça veut dire quoi Koboa Kangulu, Koboa Kangunda? Ils ne savaient pas très bien. Mais c'est ça, en creusant que je suis allé trouver, en fait, entre Koboa Kangulu et Mundele Ngulu, il y a une chose il y a un terme qui est commun, c'est Ngulu. Or Ngulu, nous savons ce que c'est. Alors, donc quand les jeunes gens vont dire qu'ils vont... Le porc, le cochon. Exactement, donc le porc, le cochon, le sanglier, etc. Ouais. Or, alors, avec sa déclination, voilà. Déclinaison. Voilà, alors je me suis rendu compte que dans ma jeunesse, mon grand-père me parlait de Mundele Ngulu. Et qu'il disait, pour nous me prévenir, il dit attention, ne jamais manger la viande de corned-beef. Parce que la viande de corned-beef, c'est la chair de nos frères que les Mundele Ngulu venaient arrêter chez nous et qu'ils amenaient on ne sait où. Maintenant, ils viennent nous vendre la chair de nos frères sous forme de viande. Voilà, nous ne pouvons pas manger. Donc, c'est bien que chez nous, jusqu'à aujourd'hui, on ne mange pas le bois de conserve. Chez vous, c'est où? Chez nous, les Bakongo. Mais disons. Parce qu'il faut dire nous, enfin, l'Afrique est assez grande. Hein, il faut dire nous, où, qui? Mais oui, donc moi je suis Mouyanzi et c'est dans le Bandundu. Actuel. Mais moi je n'aime pas beaucoup parce que tout le Bandundu n'a pas une consistance culturelle, historique, ça ne signifie rien du tout. Moi je préfère qu'on nous appelle le peuple Bakongo, nous sommes des Bakongo comme tout le monde. Mais aller nous dire gens de Bandundu, ça ne signifie rien. Alors je n'aime pas personnellement ce terme-là des gens de Bandundu, même si Bandundu c'est la ville de Bandundu chez moi, mais dire que nous sommes des gens de Bandundu, pour moi, ce n'est rien dire. Nous sommes des Bakongo comme tout le monde. Alors je dis, donc chez nous, on ne mange pas jusqu'aujourd'hui. Et même à Kinshasa, c'est les gens, comme Kinshasa, c'est comme un milieu Bakongo, on ne mange pas cette viande-là si facilement. On avait essayé avec les lengueye, peut-être que vous connaissez ça. Oui, les lengueye, bien entendu, quand on mettait un peu de citron, il y avait quelques asticots qui sortaient. Est-ce que c'est vrai? Juste, mais non, c'était pas vrai, mais c'est moi que c'est ça, c'était les anciens qui avaient trouvé l'astuce pour que les jeunes ne mangent pas cette viande-là, parce qu'ils considèrent que c'est la viande, la chair de leurs frères, partis on ne sait où, que les Européens venaient avec ça comme viande. Donc on ne devait pas manger. Parce qu'ils disaient même plus, il y avait même pire que ça, que si tu mangeais les lengueye, tu allais voir les bouka-bouka. Tu allais voir la polio. Donc c'était toujours pour dire qu'on ne doit pas manger cette viande-là, jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, le Mundele Ngulu, ça vient de ça. Là, ce que ça dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les négriers, comme on disait. Comme je mets dans le langage, là, on appelle ça Mundele Ngulu. Je peux dire un petit mot sur Mundele, mais variation là-bas sur Mundele Ngulu. Alors, les Mundele Ngulu, là, ils venaient avec leur caravelle, ils avaient monté les canons.
et tirer sur les gens qui étaient sur les rivages ou bien dans les villages. Vous imaginez, donc, les gens n'avaient jamais vu des armes comme ça qui pouvaient tuer 10, 20, 30 personnes à la fois. Dans aucun village, il y avait eu comme ça 20 personnes qui mouraient le même jour. Donc ça a été la catastrophe. C'est bien que mon grand-père me disait, ce qu'on leur avait raconté quand ils étaient petits, quand ces gens-là arrivaient et qu'on savait qu'ils étaient venus, donc il y avait un cri, attention, Mindele Ngulu. Donc attention, les esclavagistes arrivent. Et tout le monde s'enfuyait. Donc moi, quand on dit que l'esclavagisme, ce sont les Africains eux-mêmes qui vendaient leurs frères, c'est archi faux. Donc la tradition africaine a gardé intact ce qui s'est vécu à travers les Mindele Ngulu. Et Mundele, c'est parce qu'on parle de Mundele, il y en a même qui disent, Mundele ça veut dire, j'ai entendu des aberrations, que Mundele ça veut dire modèle. C'est complètement stupide de dire des choses pareilles. Parce que Mundele, ça date depuis le 15e siècle, donc depuis ce contact avec les premiers Européens. Ah, ça veut dire quoi, les Mundele? Voilà, donc Mundele, ça veut dire méchant envahisseur. Ça vient du verbe undela, envahir. Alors, donc, quand c'était l'écrit. Attention, donc, finalement, donc, Undela, finalement, donc, comme ça, ça a été transformé en Mundele. Donc, Mundele, ça veut dire méchant envahisseur. Attention, le méchant envahisseur arrive. Donc, c'est comme ça. Ça ne veut strictement pas dire modèle. Ça n'a rien à voir avec ce système, même pas en français. C'est vraiment, c'est le Kikongo. C'est pas le français. Le Kikongo. Alors, oui. Continuons un peu. Quand vous avez évoqué la concession du roi belge, le roi, enfin, on peut dire criminel, non? C'est qu'ils ont fait... Parce que quand on regarde d'autres manuels, on traite de criminels, on traite de génocidaires, on traite de... où il avait une politique dure à l'égard de Bakongo. Non, ce n'est pas le Bakongo. Là, on est plus seulement... Quand le Bakongo, c'est-à-dire que oui. Le royaume du Congo. Non, lui, ce n'est pas le royaume du Congo. Quand lui, le royaume du Congo, c'était les Portugais. Alors, les Portugais sont restés plusieurs siècles au royaume du Congo et qui ont fini par déstabiliser. On pourrait en parler une autre fois si vous voulez. Mais on a fini par déstabiliser. Mais alors, c'est le pays, le roi du enfin, disons l'État Congo déstabilisé qui a été divisé en plusieurs petits États. Donc chacun a pris son petit morceau. Les Français ont pris un morceau. Les Portugais ont pris un morceau. Et lui s'est réservé une toute petite pointe là pour sortir les richesses, pour aller jusqu'à la mer, pour que les richesses... Mais lui, ce qu'il visait, ce n'était pas les bas Congo. Lui, ce qu'il visait, c'était plutôt le haut Congo. Donc, parce que la conquête du roi Léopold II a commencé, non pas à l'ouest, mais plutôt à l'est. Parce qu'à vrai dire, lui, ce qu'il voulait, c'est prendre non seulement l'espace Congo actuel, mais continuer il visait même vers le Djibouti, ça devait être son territoire. Lui, il voulait prendre vraiment le plus grand territoire que possible. Donc, alors maintenant, c'est ce Congo ici, hein, le Congo dans les limites actuelles, ce n'est pas du tout l'État ancien dont il vient parler ici, ça c'est vraiment toute autre histoire, un tout autre État, qui n'a pas un État africain, qui n'a aucune histoire africaine, n'est pas liée à une histoire africaine quelconque. C'est lié plutôt à l'histoire vraiment du roi Léopold II avec Stanley, qu'ils ont et plutôt toute l'Europe qui s'était arrogé les territoires africains, chacun a pris son petit morceau comme étant le sien. Mais ce n'est pas du tout lié à l'histoire. Donc, comme ça, je dis autant le Congo ancien, enfin, où le Congo dynamique a été un espace de vie et de liberté, autant celui de Léopold II ici, qui nous a légué, mais enfin, dans lequel nous avons été pris au piège et dans lequel on se débat, est une prison. Une prison dans laquelle les gens n'avaient pas de droit, n'avaient aucun droit. Sinon, c'est lui de travailler pour le roi. Et ça a été avec le caoutchouc, ça a été avec la fibre, ça a été avec les noix de palme. Oui, alors on va rester dans la domination. Aujourd'hui, on reste dans une domination politique grave, une oligarchie qui s'est érigée à la tête de la RDC.
Et vous avez lu, écrit dans votre livre, diriger le pays contre sa propre population. Alors, qu'est-ce que vous voulez définir par là? Donc, ce traumatisme post-colonial continue toujours. Oui, tout à fait, parce que vous savez, dès l'aube de la colonisation, les Congolais se sont opposés. Les Congolais n'ont jamais accepté la colonisation en tant que telle, jamais, jamais. Pour preuve, la grande démonstration qu'a faite Mvuluzi Kimbangu, le prophète, qui est vous parlez, une petite parenthèse, vous murmurez le terme prophète. Avez-vous peur de l'Église pour dire que voilà, parce qu'il n'a pas été reconnu en tant que tel comme prophète? Enfin, vous reviendrez à la question là, vous répondrez à la question. Répondez d'abord par rapport à cela. Oui, non, je n'ai pas murmuré, j'ai dit Mvuluzi. Donc Mvuluzi, ça veut dire ça, non, vous l'avez dit Mvuluzi trop haut, hein, à King Congo. Le prophète. Mais après les prophètes, vous... Non. C'est comme si il y avait un œil qui vous regardait. Non, je n'ai aucune peur. Cet homme-là, moi, je suis vraiment... j'ai beaucoup d'admiration pour ce grand homme, Kimbangu. J'en ai parlé dans mon livre, vous lirez. Oui, je suis en train de venir, c'est pour ça que je suis allé jusqu'à Nkamba, j'ai été jusqu'à Nkamba. Terminez d'abord la partie dirigée, puis on reviendra à notre Mvuluzi. Oui, alors pour parler d'ici, donc lui et d'autres sont opposés à la colonisation, y compris notre Mbuta, que j'appelle Mbuta Lumumba. Moi je préfère lui donner ce nom-là, qui est, comme je vous l'ai dit, Mbuta Muntu. Donc parce que beaucoup de gens ont milité pour qu'il y ait une indépendance, pour que nous puissions revenir comme on a été vivre chez nous indépendants. Et ça, on a eu l'indépendance. Dès qu'on a eu l'indépendance, alors quelques messieurs... on a eu comment l'indépendance? Croyez-vous qu'on a eu vraiment l'indépendance ou par pression internationale et également certains éléments historiques montrent que, bon, on nous a octroyé. On ne nous a pas octroyé, c'est pas vrai. C'est ce que certains historiens disent. Non, ça n'a pas été octroyé du tout. Si ça avait octroyé, le mouvement ne serait pas mort. Ça n'a pas été octroyé. Donc ça a été vraiment une véritable indépendance que les gens vraiment... Ça a été un travail d'une opposition. On ne s'imaginait pas que le Congo, tel qu'il avait été vraiment administré d'une façon, d'une main de fer par la Belgique, qui deviendrait indépendant. Or, c'est ce Congo-là qui était préparé plus que d'autres pays à être indépendant. Et il a été. Ça a été le travail des Congolais. Nous devons être fiers de ces gens-là qui ont vraiment été... Justement, alors, donc c'est... Diriger le pays contre sa propre population. Voilà, donc ça c'est venu avec le coup d'État de Kasavubu, avec Bomboko qui vient de mourir, qui avait... Personnel. Voilà. Un mot par rapport à Bomboko. Il est mort en Belgique, là où vous habitez. Oui. Un mot. Bon, moi j'ai dit que ce n'est pas un monsieur qui nous laissera un grand souvenir dans notre pays avec ce qu'il a fait. Dites la vérité. Si, mais c'est ce que j'ai dit. Parce que moi je n'ai pas fait des éloges de cet homme, parce que je connais à peu près l'histoire, je préfère me taire. Hein? Non, mais moi... Je n'ai rien dire, c'est-à-dire que pour ne pas trop dire des choses aujourd'hui, je préfère ne pas faire... Ça veut dire que ce sont des gens comme lui, comme Ndele, comme tous les autres, tous ceux qu'on appelait les commissaires, là, y compris notre Etienne Tshisekedi, hein, que tout le monde parle, c'est ceux qu'on appelait des commissaires. Ce sont eux qu'on avait pris, que la colonisation parce qu'ils ont fait des études en Belgique, ils ont été pris pour dire c'est vous qui devez diriger parce que vous avez des diplômes. Et que ceux-là qui avaient lutté et qui étaient formés, comme nous, qui s'étaient formés pour diriger les pays, qui n'avaient aucune expérience, qu'eux n'avaient pas de diplôme, ils n'ont pas de compétences, il faut les mettre à la porte. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, alors, lui, comme on dit qu'il est le premier diplômé congolais, alors on l'a mis à côté de Kasavubu pour dire, parce que comme c'est en fait celui qui dirigeait, parce que Kasavubu n'avait pas étudié, on n'a pas fait de grandes études d'après cette tradition-là coloniale. Alors, ils ont signé l'acte déstabilisateur du Congo dans lequel nous sommes jusqu'aujourd'hui, en destituant non seulement le Lumumba, mais tout son exécutif. Il faut savoir que ce qui s'est passé, ce n'est pas que le Lumumba qui a été tué. D'abord, il n'a pas été tué, ils ont été tués à 3 ces jours-là. Mais avant et après, il y a eu beaucoup d'autres qui ont été tués. Mais il y avait Mpolo et Otito
qui ont été tués. Je voudrais seulement voir la précision. Ben, tout à fait, parce que souvent on dit que le Lumumba, ils ont été tués à 3. Et ceux qui ont été tués, c'est pas n'importe qui. Il y avait eu les présidents du Sénat. Oui, tout à fait. Et puis les chefs d'état-major, vraiment les bras droits de Lumumba. Hein? Donc, comment Paul, c'était le bras droit, c'était son ministre de l'Éducation, mais c'était vraiment son bras droit, c'était son homme de confiance. Donc, on n'a pas tué n'importe qui. Alors, et même après, il y a eu encore plusieurs autres modes. Donc, tous les nationalistes ont été liquidés. Tous les membres du MNC ont été liquidés. Le MNC n'existe plus depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Or, c'était le premier parti. Le parti qui avait remporté les élections. Il a été liquidé depuis lors jusqu'à ce jour. Et également, tous les parlementaires ont été liquidés, le Sénat a été liquidé. Donc, les pouvoirs qui avaient été élus par les peuples, qui étaient là. Donc moi je dis voilà, est arrivé. Donc Bomboko, pour vous, donc... Bomboko, il a trempé dans cette trahison. Dans la descente en fer. Pour moi, oui, dans la descente en fer. Il s'est défendu, mais moi, sa défense, moi, je n'ai pas trouvé cela, que c'était qui avait des choses consistantes qu'il avait dit. Donc, à partir de ça, est arrivé Mobutu. Avec cette clique-là de commissaires, soi-disant, qui ont dirigé les pays. Mais ils ont dirigé les pays, c'était pour eux. Ils ont commencé à faire des cités. À Mbinza, il y a eu une cité des évolués, à Mbinza. Voilà. Enfin, puis à ma campagne aussi. Et maintenant, donc, au point que, alors que les peuples attendaient franchement que cette domination-là s'en aille, qu'on puisse vivre finalement un air de paix, de joie. Non, mais c'est arrivé une autre colonisation, pire encore. Hein, tous ces ministres qui sont succédés jusqu'à aujourd'hui, quand on devient ministre, c'est pour soi. Pour soi. Alors, le cas actuel maintenant de la RDC, que pensez-vous de tout cela? Mais j'ai dit c'est la continuité, il n'y a eu aucun changement. Donc nous sommes toujours dans cette logique-là de diriger les peuples, les pays contre sa propre population, contre soi-même. Donc, en fait, diriger les pays contre soi-même. Parce que ces gens-là, ils croient que quand ils sont au pouvoir, ils croient qu'ils sont des grands messieurs, ils ont des escortes, ils ont de l'argent, ils font ceci, ils font cela, on les encense, mais il suffit de rien quand ils viennent ici, vous savez vous-même comment les gens les considèrent. Or, moi, ils seraient autrement considérés s'ils considéraient notre peuple. Si ça s'appuyait sur le peuple et qu'ils en faisaient leur véritable base. Mais eux, le peuple, ils prennent ça pour le peuple n'existe pas. Pour eux, le peuple n'était rien du tout. Maintenant, on vient de faire les fameuses routes là dont on parle, hein, à Kinshasa. Oui. Mais c'est des routes pourquoi? Parce que eux, c'est surtout pour aller en Europe. Moi, j'ai pris cette route-là. La route Lumumba, là. La route Lumumba, le boulevard Lumumba, c'est juste pour venir jusqu'à pour l'aéroport. 23 km. Après l'aéroport, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Moi, j'y étais. Après l'aéroport, il n'y a rien. Ce sont des trous, que des trous. Mais puis les gens, la grande partie de Kinshasa, la grande population de Kinshasa vit à Kingasani. Alors, je tiens à préciser quand même, depuis que Kabila est au pouvoir, celui qu'on appelle Kabila est au pouvoir, il a quelque chose qu'il a pu faire. Il ne faut pas couper, hein. Il a quelque chose qu'il a pu faire. Quand je dis il a pu faire, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu faire quelque chose d'extraordinaire. En 13 ans de pouvoir, 30 km de route. 23 km pour aller vers l'aéroport et les 7 km pour traverser le boulevard du 30 juin. Voyez-vous que cet homme vraiment peut mériter ce que le PPRD sont en train de faire aujourd'hui avec le dernier congrès? Non, c'est même pas ça, c'est même pas 23 km de route, c'est pas une route qu'il a faite. Il a retapé, voilà. Il a refait des routes qui existaient déjà. Moi, quand ils ont obtenu les crédits des Chinois, vous verrez, il y a une lettre que j'ai écrit une lettre. Moi, j'ai écrit une lettre au ministre qui est maintenant conseiller du président de la présidence. Moi, je leur avais écrit pour dire, écoutez, maintenant, au lieu de faire des routes à Kinshasa, ce qui serait mieux, faites des chemins de fer à Kinshasa. Faites un chemin de fer qui puisse relier l'est à l'ouest de Kinshasa, par la périphérie. De telle façon que cette périphérie-là, la grande périphérie, s'ouvre. Parce qu'elle est enclavée. Alors, l'avantage, ce serait que
les gens allaient être engagés. J'ai dit, ne prenez pas des grands véhicules, tout ça. Utilisez la force que les gens... Il y a au moins 3 millions de personnes valides qui ne font rien tous les jours, qui sont là, qui chôment. 3 millions. C'est énorme. J'ai dit, mais avec ça, vous pouvez faire n'importe quel travail. Les gens vont être contents, ils vont être payés, et cet argent-là va rentrer même dans l'économie, et la ville sera, la ville va être désenclavée, et puis négocier avec nos amis de Brazzaville, nos frères, pour qu'il y ait rapidement un pont rail, comme les gens le demandent sur le fleuve, pour qu'il y ait cette liaison-là entre Kinshasa et Brazzaville, et que les gens se déplacent. Donc voilà, moi je leur avais écrit cette lettre que vous verrez. Donc je veux dire que ce qu'ils ont fait avec les 13 km là, ils auraient fait beaucoup mieux que de faire quelques kilomètres de route et encore à Kinshasa. Donc voilà dans quel état nous trouvons. Voilà. Alors, ma dernière question serait au niveau de la résistance. Vous parlez de la résistance et la lutte pour le Congo libre et digne. Oui, donc ça c'est Alors, le combattant, le combat pour la liberté, comment faire pour évacuer cet homme, pour chasser en fait cet homme de pouvoir? Disons, moi là, parlons un tout petit peu des combattants aussi. Oui, là moi j'ai parlé de la résistance depuis l'occupation portugaise, en passant par... Moi, je parle de la résistance de l'ensemble. J'y arrive. En passant par l'occupation belge, et puis l'occupation actuelle, qui est Rwanda, je ne sais pas moi quoi, etc. Donc, alors, parce qu'il y en a tellement maintenant, ils sont tellement nombreux, ils veulent s'accaparer de ce pays. Voilà. Donc, alors, moi, je dis, dès le départ, il y a eu une grande résistance chez le Congo. Donc, déjà, avec, quand il y a eu la traite là et la dislocation de l'État Congo, d'Inanza, il y a eu une grande résistance. Entre autres, nous connaissons celle qui a incarné ça. C'est une jeune femme de 20 ans qui s'appelle, voilà, oui, Kimpavita ou Béatrice Simba Marguerite, appelée Kimpavita, c'était un surnom. C'est pour dire la dame de fer. Kimpa, ça veut dire miracle. Vita, ça veut dire la guerre. La force. La guerre. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'était celle qui avait plus d'un tour dans l'art de faire la guerre. Effectivement, elle avait plus d'un tour. Donc, Jeanne d'Arc. Bon. La vraie Jeanne d'Arc africaine? Non, appelons-la, parce que ce n'est pas Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, il y a une Jeanne d'Arc, mais elle c'est Simba Béatrice. Pourquoi disons plutôt que Jeanne d'Arc ici, c'est plutôt notre, c'est la Kimba Béatrice, alors plutôt de faire le contraire. Voilà, si on veut. Oui. Donc elle a incarné cette lutte, mais une lutte plutôt pacifique. Mais sinon, il y avait d'autres donc, qui ont résisté, dont le roi Anthony Ier, qui a résisté, qui a été tué en 1604, on lui a coupé la tête. Tout ça, lui avait mobilisé près de 300 000 personnes pour aller combattre les Portugais. Donc, pour dire que c'était pas n'importe quoi. Alors, notre résistance aujourd'hui, nos jeunes d'aujourd'hui suivent le chemin de... Nos jeunes suivent le chemin. Donc, je dis que la résistance d'aujourd'hui, ça ne tombe pas du ciel, c'est pas venu comme ça. C'est ancré, ça vient de loin. Ça vient de très très loin. Et d'ailleurs, les jeunes, ils le disent. Ils disent que les résistances, les figures de la résistance telles que moi je vois, c'est Kimpavita, c'est Simon Kimbangu, c'est Lumumba. Donc c'est que les jeunes ils ont bien compris. Ils ont bien compris que c'est une résistance qui vient de très très loin. Les jeunes ont bien compris, M. Évariste Pini, Nsassai. Oui. Nsassai. Alors dites-moi l'origine de ce nom Nsassai. Appelé aussi le Kiayezo. Nsassai, ça c'est le nom de mon grand-père, mais c'est une expression en fait qui veut dire, en Kinyarwanda, Nsassai que l'homme a tamgom. Donc, c'est quand les femmes vont faire la pêche. Parce que nous, il y a une pêche que font les femmes qui est différente de la pêche que font les hommes. La pêche des femmes, ils font généralement un barrage, et puis ils contiennent l'eau, et ils vident un étang. L'étang où, quand ils ont vidé l'étang, puis ils attrapent les poissons qu'ils vont ramener au village. Alors, ce qu'on dit, souvent, quand ils ont fait les barrages,
ils ont commencé à vider les temps avec les instruments traditionnels qu'ils ont. Dès que, disons, avant de finir, quand vraiment ils ont vidé la plus grande partie d'eau, on commence à voir les poissons. Les poissons commencent à manquer d'oxygène et on le voit. En général, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, toutes les femmes se précipitent sur les poissons et négligent les barrages qu'ils ont faits. Et pendant qu'ils sont en train de prendre des poissons, les barrages cèdent et voilà, tout le travail qu'ils ont fait est parti dans l'eau. Alors comme ça, on dit, quand vous avez fait ce travail-là, comme ça, il y a une expression des ancêtres pour dire, quand vous partez faire la pêche, attention, ne vous réjouissez pas avant d'avoir attrapé tous les poissons, d'où l'expression Nsasai. Nsasai que l'eau m'a ngom. Donc, alors les Kayezu, vous savez, oui, la mission civilisatrice au Congo. Et vous êtes né en 1955 au Congo et vous avez assumé plusieurs responsabilités dans la société congolaise, bien entendu, en tant que prêtre d'abord, mais aussi en tant que citoyen désireux d'éclairer davantage par une radio locale, radio Tomissa de Kikwit, la conscience de ses citoyens. Prêtre dans la commune de Saint-Odet en Belgique. Oui, j'ai été prêtre là-bas pendant 10 ans dans la commune de Saint-Aude. Et maintenant, je viens d'être licencié, entre autres, à cause de ces livres. Donc voilà, je vous dis que ce que vous disiez, que j'avais peur. Non, j'ai écrit ce livre. Pourquoi licencié? Ben, il n'y a pas eu de raison officielle, mais tout le monde sait qu'officieusement, et même se le disent en dessous de la table, que à cause de ce livre. On vous a licencié? Ben oui. Licencié, vous faisiez quoi comme... Mais j'étais curé de paroisse. Donc vous n'êtes plus curé de paroisse? Je ne suis plus curé de paroisse. Parce que vous venez d'éditer ces livres. Ben oui, mais voilà encore une victime d'une vérité. Une victime d'une vérité sur le Congo. Une victime de vérité que le Belge veut cacher. Une victime de ce qui se passe en Belgique. Comme on dit, une cabale fomentée contre la RDC, continue toujours. Voilà, ils veulent museler la presse, ils veulent museler les gens qui écrivent. Voilà, le prêtre vient de subir la foudre de la Belgique en étant licencié. En étant licencié, oui. J'ai été licencié depuis le 31 décembre de l'année dernière, en fait. 31 décembre, donc c'est pour son... Et le livre est sorti au mois de mars 2013. Mais la lettre de licenciement, je l'ai eu... Pour lui souhaiter bonne année. Je l'ai eu au mois d'août. Donc, à peine quelques mois après sans aucun blâme, sans rien du tout, voilà, c'est tombé comme ça, terminé. Donc, voilà. Maintenant, notre frère est au chômage. Exactement. Ne demande pas, comme on dit, à ce que la communauté congolaise vienne à son secours, mais demande aux Congolais d'avoir conscience de ce qui se passe dans ce monde. On est seul, donc nous devions lutter contre cet appareil terrible, cette machine terrible qui broie, qui veut tout broyer sur son passage en cachant la vérité. Oui, merci beaucoup. Merci à vous et je vous dis bon retour à Bruxelles et bon courage. Trouvez-vous un autre travail, mais vous avez gagné quelque chose. Le Congolais vous porte maintenant. Merci. Dans leur cœur. Et moi, je vous porte plus profondément parce que vous venez de faire un travail, ce qu'on appelle un bon travail de combattant, un bon travail littéraire, un bon travail d'anthropologue social. Mais un mot, pardon, avant de partir, pour mon confrère Freddy Moulongo. Comment avez-vous travaillé ensemble? Bon, nous avons très bien travaillé avec lui. Nous avons monté l'ARCO, l'Association de radio communautaire du Congo. Comme toujours, c'est toujours on dit les esprits qui se ressemblent. Oui, les bons esprits se rencontrent, qui se ressemblent. Oui, il n'y avait rien qui nous liait. Moi, j'étais à Kikwit, lui était à Kinshasa, et je ne sais même pas comment il a su que moi j'existais. Il m'a envoyé une invitation que je vienne pour une réunion. On devait parler des radios communautaires à Kinshasa, au Palais du Peuple. Moi, je suis arrivé avec un autre journaliste. Ça a été quand même, c'était des journées qui étaient des belles journées. Et à l'issue de ça, nous nous sommes dit avec lui, plutôt que de rester sur ça, organisons-nous.
créons une association pour nos radios, comme ça nous sommes forts, c'est ce qu'on a fait. Nous sommes réunis à un hôtel, l'hôtel Les Diplomates à Kitambo. Nous avons monté donc, notre association. Lui a été élu président et moi j'ai été élu secrétaire général. Alors comme ça nous avons travaillé, vraiment on a fait un grand travail. Jusqu'au moment où nous sommes venus ici, il y a eu des difficultés, ben moi aussi, et on s'est retrouvés ici. Mais on garde contact. Il est venu, il a d'ailleurs écrit aussi par rapport à ma suspension. Il a aussi présenté ses livres sur Fréquence Libre, je crois, Radio Réveil FM. Il est venu. Quand j'ai présenté ce livre ici au Salon du Livre de Paris l'année dernière, il était venu. Je l'ai présenté encore à Genève au mois de mai. Il est aussi venu. Oui, parce qu'il est accrédité aux Nations Unies. Voilà, donc il est venu également. Voilà. Et donc, alors, avec lui, on s'était dit peut-être qu'on devrait qu'il allait voir avec vous pour présenter les livres à la communauté congolaise. Parfois que la communauté congolaise le connaisse. Le livre a été écrit pour eux. Il est plus lu par les autres que par les Congolais eux-mêmes. Voilà, les Congolais, lisez, apprenez votre histoire. Lisez, si cet homme vient d'être licencié, vient d'être viré de son poste de curé, c'est parce qu'il a dérangé et parce que ces livres la dérangent. Prenez la peine de lire et de comprendre. Merci à vous et à très bientôt. Prochainement, on parlera un tout petit peu de notre ami de Sans-Voix pour rendre hommage à sa femme Annie. Absolument. Chebea. Absolument. Un mot quand même pour terminer par rapport à Chebea. Un mot quand même. Aujourd'hui, son procès traîne et le présumé accusé est John Numbi, il est à Kinshasa, il repart. Donc il se balade comme il veut, il va bientôt être promu. Que pensez-vous tout cela? Mais je dis le procès de notre ami Chebea, c'est comme le procès de Lumumba, c'est le procès de tous ceux qui ont lutté pour le Congo. Il ne va pas avoir lieu parce que pour les bourreaux du Congo, il n'est pas question de se juger eux-mêmes. Comment voulez-vous que ceux qui tuent le Congo, qui tuent les Congolais, puissent se juger eux-mêmes? Il n'y aura pas de procès. Mais le véritable procès viendra. Je l'espère bien par les combattants qui vont faire des procès, j'espère bien juste. Je ne voudrais pas que les combattants qui puissent ne penser qu'à eux, aller prendre le pouvoir pour eux-mêmes, comme j'entends. Mais parce que s'il faut que le pays soit dirigé, il faut qu'il soit dirigé autrement. Donc notre ami, notre frère Chebea doit avoir un procès juste. Et sa famille, je salue sa famille. Nous sommes tous ensemble. Et j'ai dit même aux enfants de notre leader Lumumba, qui se démènent aussi par rapport à leur papa, j'ai dit que ce combat, c'est notre combat à nous tous. Donc, que ce soit Chebea, que ce soit Lumumba, ils n'ont plus de famille. Leur famille, c'est nous. Nous sommes tous leur famille. Donc, ils ont été effectivement, sont sortis d'une famille, mais maintenant, ils font partie de la grande famille du Congo. La grande famille du Congo vous souhaite une bonne continuation. Et vous souhaite aussi également de prendre conscience, vous demande, pas souhaite, vous demande de prendre conscience par rapport à tout ce qui se passe en RDC, des enjeux qui entourent ces pays. Lisez ces livres et vous allez être édifiés de ce qui se passe réellement dans ces pays. Notre ami Pini vient d'être licencié et je tiens à lancer un message aux autorités belges d'avoir un tout petit peu de retenue par rapport à leur façon de juger les Congolais. Merci à vous. Si la Belgique existe aujourd'hui, c'est grâce au Congo. Merci et à très bientôt. Merci. Au revoir.